6. Dans les voyages qu'il faisait pour la avoir, Léon souvent avait dîné chez le pharmacien, et s'était cru contraint, par politesse, de l'inviter à son tour. Volontiers, avait répondu monsieur Homais, il faut, d'ailleurs, que je me retrempe un peu, car je m'en croûte ici. Nous irons au spectacle, au restaurant, nous ferons des folies. Ah, bon ami, murmura tendrement madame Homais, effrayée des périls vagues qu'il se disposait à courir. Eh bien, quoi? Tu trouves que je ne ruine pas assez ma santé à vivre parmi les émanations continuelles de la pharmacie? Voilà, du reste, le caractère des femmes. Elles sont jalouses de la science, puis s'opposent à ce que l'on prenne les plus légitimes distractions. N'importe, comptez sur moi, un de ces jours, je tombe à Rouen et nous ferons sauter ensemble les Monaco. L'apothicaire, autrefois, se fut bien gardé d'une telle expression, mais il donnait maintenant dans un genre folâtre et parisien qu'il trouvait du meilleur goût, et, comme madame Bovary, sa voisine, il interrogeait le clerc curieusement sur les mœurs de la capitale, même il parlait argot afin d'éblouir les bourgeois, disant souligné Turne, Bazar, Chicard, Chicandard, Breda Street, souligné et souligné, je me laquais souligné, pour, je m'en vais. Donc, un jeudi, Emma fut surprise de rencontrer, dans la cuisine du Lion d'Or, monsieur Homais en costume de voyageur, c'est-à-dire couvert d'un vieux manteau, qu'on ne lui connaissait pas, tandis qu'il portait d'une main une valise, et, de l'autre, la chancelière de son établissement. Il n'avait confié son projet à personne, dans la crainte d'inquiéter le public par son absence. L'idée de revoir les lieux, où s'était passée sa jeunesse, l'exaltait sans doute, car tout le long du chemin il n'arrêta pas de discourir, puis, à peine arrivé, il sauta vivement de la voiture pour se mettre en quête de Léon, et le clerc eut beau se débattre, monsieur Homais l'entraîna vers le grand café de Normandie, où il entra majestueusement sans retirer son chapeau, estimant fort provincial de se découvrir dans un endroit public. Emma attendit Léon 3/4 d'heure. Enfin elle courut à son étude, et, perdue dans toutes sortes de conjectures, l'accusant d'indifférence et se reprochant à elle-même sa faiblesse, elle passa l'après-midi le front collé contre les carreaux. Ils étaient encore à 2 heures attablés l'un devant l'autre. La grande salle se vidait, le tuyau du poêle, en forme de palmier, arrondissait au plafond blanc sa gerbe dorée, et près d'eux, derrière le vitrage, en plein soleil, un petit jet d'eau gargouillait dans un bassin de marbre où, parmi du cresson et des asperges, 3 homards engourdis s'allongeaient jusqu'à des cailles, toutes couchées en pile, sur le flanc. Homais se délectait. Quoiqu'il se grisât de luxe encore plus que de bonne chère, le vin de Pommard, cependant, lui excitait un peu les facultés, et, lorsque apparut l'omelette au rhum, il exposa sur les femmes des théories immorales. Ce qui le séduisait par dessus tout, c'était le chic. Il adorait une toilette élégante dans un appartement bien meublé, et, quant aux qualités corporelles, ne détestait pas le morceau. Léon contemplait la pendule avec désespoir. L'apothicaire buvait, mangeait, parlait. Vous devez être, dit-il tout à coup, bien privé à Rouen. Du reste, vos amours ne logent pas loin. Et, comme l'autre rougissait. Allons, soyez franc. N'irez-vous qu'à Yonville? Le jeune homme balbutia. Chez madame Bovary, vous ne courtisiez point. Et qui donc? La bonne. Il ne plaisantait pas, mais, la vanité l'emportant sur toute prudence, Léon, malgré lui, se récria. D'ailleurs, il n'aimait que les femmes brunes. Je vous approuve, dit le pharmacien, elles ont plus de tempérament. Et se penchant à l'oreille de son ami, il indiqua les symptômes auxquels on reconnaissait qu'une femme avait du tempérament. Il se lança même dans une digression ethnographique. L'allemande était vaporeuse, la française libertine, l'italienne passionnée. Et les négresses? Demanda le clerc. C'est un goût d'artiste, dit Homais. Garçon. 2 demi-tasses. Partons-nous? Reprit à la fin Léon s'impatientant.
souligné. Mais il voulut, avant de s'en aller, voir le maître de l'établissement et lui adressa quelques félicitations. Alors le jeune homme, pour être seul, allégua qu'il avait affaire. « Ah, je vous escorte, » dit Homais. Et, tout en descendant les rues avec lui, il parlait de sa femme, de ses enfants, de leur avenir et de sa pharmacie, racontant quelle décadence elle était autrefois, et le point de perfection où il l'avait montée. Arrivé devant l'hôtel de Boulogne, Léon le quitta brusquement, escalada l'escalier, et trouva sa maîtresse en grand émoi. Au nom du pharmacien, elle s'emporta. Cependant, il accumulait de bonnes raisons, ce n'était pas sa faute, ne connaissait-elle pas Monsieur Homais? Pouvait-elle croire qu'il préféra sa compagnie? Mais elle se détournait, il la retint, et, s'affaissant sur les genoux, il lui entoura la taille de ses deux bras, dans une pose langoureuse toute pleine de concupiscence et de supplication. Elle était debout, ses grands yeux enflammés le regardaient sérieusement et presque d'une façon terrible. Puis des larmes les obscurcirant, ses paupières roses s'abaissèrent, elle abandonna ses mains, et Léon les portait à sa bouche lorsque parut un domestique, avertissant monsieur qu'on le demandait. « Tu vas revenir ?» dit-elle. « Oui. »« Mais quand ?» ?»« Tout à l'heure. »« C'est un truc, » dit le pharmacien en apercevant Léon. « J'ai voulu interrompre cette visite, qui me paraissait vous contrarier. Allons chez Bridoux prendre un verre de garus. » Léon jura qu'il lui fallait retourner à son étude. Alors, l'apothicaire fit des plaisanteries sur les paperasses, la procédure. « Laissez donc un peu Cujas et Bartol, que diable qui vous empêche? Soyez un brave. Allons chez Bridoux, vous verrez son chien. C'est très curieux. » Et comme le clerc s'obstinait toujours. « J'y vais aussi. Je lirai un journal en vous attendant, ou je feuilletterai un code. » Léon, étourdi par la colère d'Emma, le bavardage de monsieur Homais, peut-être les pesanteurs du déjeuner, restait indécis et comme sous la fascination du pharmacien qui répétait. « Allons chez Bridoux. C'est à 2 pas, rue Malpalu. » Alors, par lâcheté, par bêtise, par cet inqualifiable sentiment qui nous entraîne aux actions les plus antipathiques, il se laissa conduire chez Bridoux, et ils le trouvèrent dans sa petite cour, surveillant 3 garçons, qui haletaient à tourner la grande roue d'une machine pour faire de l'eau de seltz. Point. Homais leur donna des conseils, il embrassa Bridoux, on prit le garus 20 fois. Léon voulut s'en aller, mais l'autre l'arrêtait par le bras en lui disant. « Tout à l'heure. Je sors. Nous irons au fanal de Rouen, voir ces messieurs. Je vous présenterai à Thomasin. » Il s'en débarrassa pourtant et courut d'un bond jusqu'à l'hôtel. Emma n'y était plus. Elle venait de partir, exaspérée. Elle le détestait maintenant. Ce manque de parole au rendez-vous lui semblait un outrage, et elle cherchait encore d'autres raisons pour s'en détacher. Il était incapable d'héroïsme, faible, banal, plus mou qu'une femme, avare. D'ailleurs et pusillanime. Puis, se calmant, elle finit par découvrir qu'elle avait sans doute calomnié. Mais le dénigrement de ceux que nous aimons toujours nous en détache quelque peu. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. Ils en vinrent à parler plus souvent de choses indifférentes à leur amour, et, dans les lettres qu'Emma lui envoyait, il était question de fleurs, de vers, de la lune et des étoiles, ressources naïves d'une passion affaiblie, qui essayait de s'aviver à tous les secours extérieurs. Elle se promettait continuellement, pour son prochain voyage, une félicité profonde, puis elle s'avouait ne rien sentir d'extraordinaire. Cette déception s'effaçait vite sous un espoir nouveau, et Emma revenait à lui plus enflammée, plus avide. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset, qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus, regardait encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine, avec un long frisson. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes,
dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre, qui semblait à Léon se glisser entre eux, subtilement, comme pour les séparer. Il n'osait lui faire des questions, mais, la discernant si expérimentée, elle avait du passé, se disait-il, par toutes les épreuves de la souffrance et du plaisir. Ce qui le charmait autrefois l'effrayait un peu maintenant. D'ailleurs, il se révoltait contre l'absorption, chaque jour plus grande, de sa personnalité. Il en voulait à Emma de ses victoires permanentes. Il s'efforçait même à ne pas la chérir, puis, au craquement de ses bottines, il se sentait lâche, comme les ivrognes à la vue des liqueurs fortes. Elle ne manquait point, il est vrai, de lui prodiguer toutes sortes d'attentions, depuis les recherches de table jusqu'aux coquetteries du costume, et aux langueurs du regard. Elle apportait d'Yonville des roses dans son sein, qu'elle lui jetait à la figure, montrait des inquiétudes pour sa santé, lui donnait des conseils sur sa conduite, et, afin de le retenir davantage, espérant que le ciel peut-être s'en mêlerait, elle lui passa autour du cou une médaille de la Vierge. Elle s'informait, comme une mère vertueuse, de ses camarades. Elle lui disait: ne les vois pas, ne sors pas, ne pense qu'à nous, aime-moi. Elle aurait voulu pouvoir surveiller sa vie, et l'idée lui vint de le faire suivre dans les rues. Il y avait toujours, près de l'hôtel, une sorte de vagabond, qui accostait les voyageurs et qui ne refuserait pas. Mais sa fierté se révolta. Eh, tant pis. Qu'il me trompe, que m'importe. Est-ce que j'y tiens? Un jour qu'il s'était quitté de bonne heure, et qu'elle s'en revenait seule par le boulevard, elle aperçut les murs de son couvent, alors elle s'assit sur un banc, à l'ombre des ormes. Quel calme dans ce temps-là! Comme elle enviait les ineffables sentiments d'amour qu'elle tâchait, d'après des livres, de se figurer. Les premiers mois de son mariage, ses promenades à cheval dans la forêt, le vicomte qui valsait, et la garde y chantant, tout repassa devant ses yeux. Et Léon lui parut soudain dans le même éloignement que les autres. Je l'aime pourtant, se disait-elle. N'importe. Elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait? Mais, s'il y avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de raffinement, un cœur de poète sous une forme d'ange, lire aux cordes d'airain, sonnant vers le ciel. Des épithalames élégiaques, pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas? Oh! Quelle impossibilité! Rien, d'ailleurs, ne valait la peine d'une recherche, tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui, chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute. Un râle métallique se traîna dans les airs et, 4 coups se firent entendre à la cloche du couvent. 4 heures. Et il lui semblait qu'elle était là, sur ce banc, depuis l'éternité. Mais un infini de passion peut tenir dans une minute, comme une foule dans un petit espace. Emma vivait toute occupée des siennes, et ne s'inquiétait pas plus de l'argent qu'une archiduchesse. Une fois pourtant, un homme d'allure chétive, rubicond et chauve, entra chez elle, se déclarant envoyé par monsieur Vinsart, de Rouen. Il retira les épingles, qui fermaient la poche latérale de sa longue redingote verte, les piqua sur sa manche, et tendit poliment un papier. C'était un billet de 700 francs, souscrit par elle, et que l'heureux, malgré toutes ses protestations, avait passé à l'ordre de Vinsart. Elle expédia chez lui sa domestique. Il ne pouvait venir. Alors, l'inconnu, qui était resté debout, lançant de droite et de gauche des regards curieux, que dissimulaient ses gros sourcils blonds, demanda d'un air naïf: quelle réponse apporter à monsieur Vinsart? Eh bien, répondit Emma, dites-lui que je n'en ai pas. Ce serait la semaine prochaine. Qu'il attende. Oui, la semaine prochaine. Et le bonhomme s'en alla sans souffler mot. Mais, le lendemain, à midi, elle reçut un protêt, et la vue du papier timbré, où s'étalait à plusieurs reprises et en gros caractères
Maître Hareng, huissier à Buchy, l'effraya si fort, qu'elle courut en toute hâte, chez le marchand d'étoffes. Elle le trouva dans sa boutique, en train de ficeler un paquet. Serviteur, dit-il, je suis à vous. L'heureux n'en continua pas moins sa besogne, aidé par une jeune fille de 13 ans environ, un peu bossue, et qui lui servait à la fois de commis et de cuisinière. Puis, faisant claquer ses sabots, sur les planches de la boutique, il monta devant madame au premier étage, et l'introduisit dans un étroit cabinet, où un gros bureau en bois de sape supportait quelques registres, défendus transversalement par une barre de fer cadenassée. Contre le mur, sous des coupons d'indienne, on entrevoyait un coffre-fort, mais d'une telle dimension, qu'il devait contenir autre chose que des billets et de l'argent. Monsieur Lheureux, en effet, prêtait sur gage, et c'est là qu'il avait mis la chaîne en or de madame Bovary, avec les boucles d'oreilles du pauvre père Tellier, qui, enfin contraint de vendre, avait acheté à Quincampoix un maigre fonds d'épicerie, où il se mourait de son catarrhe, au milieu de ses chandelles moins jaunes que sa figure. Lheureux s'assit dans son large fauteuil de paille, en disant: Quoi de neuf? Tenez. Et elle lui montra le papier. Eh bien, qui puis-je? Alors, elle s'emporta, rappelant la parole qu'il avait donnée de ne pas faire circuler ses billets, il en convenait. Mais j'ai été forcée moi-même, j'avais le couteau sur la gorge. Et que va-t-il arriver, maintenant? Reprit-elle. Oh! C'est bien simple, un jugement du tribunal, et puis là. Saisie. Bernique. Emma se retenait pour ne pas le battre. Elle lui demanda doucement s'il n'y avait pas moyen de calmer monsieur Vinçart. Ah bien, oui. Calmer Vinçart, vous ne le connaissez guère, il est plus féroce qu'un arabe. Pourtant il fallait que monsieur Lheureux s'en mêlât. Écoutez donc. Il me semble que, jusqu'à présent, j'ai été assez bon pour vous. Et, déployant un de ses registres. Tenez. Puis, remontant la page avec son doigt. Voyons. Le 3 août, 200 francs. Au 17 juin, 150. 23 mars, 46. En avril. Il s'arrêta, comme craignant de faire quelque sottise. Et je ne dis rien des billets souscrits par monsieur, un de 700 francs, un autre de 300. Quant à vos petits acomptes, aux intérêts, ça n'en finit pas, on s'y embrouille. Je ne m'en mêle plus. Elle pleurait, elle l'appela même, son bon monsieur Lheureux. Mais il se rejetait toujours sur ce matin de Vinçart. D'ailleurs, il n'avait pas un centime, personne à présent ne le payait, on lui mangeait la laine sur le dos, un pauvre boutiquier. Comme lui ne pouvait faire d'avance. Emma se taisait, et monsieur Lheureux, qui mordillonnait les barbes d'une plume, sans doute s'inquiéta de son silence, car il reprit. Au moins, si un de ces jours j'avais quelque rentrée, je pourrais. Du reste, dit-elle, dès que l'arriéré de Berneville. Comment? Et, en apprenant que Langlois n'avait pas encore payé, il parut fort surpris. Puis, d'une voix mielleuse. Et nous convenons, dites-vous. Oh! De ce que vous voudrez. Alors, il ferma les yeux pour réfléchir, écrivit quelques chiffres, et, déclarant qu'il aurait grand mal, que la chose était scabreuse et qu'il se saignait, il dicta 4 billets de 250 francs, chacun, espacés les uns des autres à un mois d'échéance. Pourvu que Vinçart veuille m'entendre. Du reste c'est convenu, je ne lanterne pas, je suis rond comme une pomme. Ensuite il lui montra négligemment plusieurs marchandises nouvelles, mais dont pas une, dans son opinion, n'était digne de madame. Quand je pense que voilà une robe à 7 sous le mètre, et certifiée bon teint. Ils gobent cela pourtant. On ne leur compte pas ce qui en est, vous pensez bien, voulant par cet aveu de coquinerie envers les autres la convaincre tout à fait de sa probité. Puis il la rappela, pour lui montrer 3 zones de gui pur qu'il avait trouvées dernièrement, dans une vendue. Est-ce beau? Disait Lheureux, on s'en sert beaucoup maintenant, comme tête de fauteuil, c'est le genre.
Et, plus prompt qu'un escamoteur, il enveloppa la guipure de papier bleu et la mit dans les mains d'Emma. Au moins, que je sache. Ah. Plus tard, reprit-il en lui tournant les talons. Dès le soir, elle pressa Bovary d'écrire à sa mère pour qu'elle leur envoyât bien vite tout l'arriéré de l'héritage. La belle-mère répondit n'avoir plus rien, la liquidation était close, et il leur restait, outre Berneville, 600 livres de rente, qu'elle leur servirait exactement. Alors madame expédia des factures, chez 2 ou 3 clients, et bientôt usa largement de ce moyen, qui lui réussissait. Elle avait toujours soin d'ajouter en post-scriptum. N'en parlez pas à mon mari, vous savez comme il est fier. Excusez-moi. Votre servante. Il y eut quelques réclamations, elle les intercepta. Pour se faire de l'argent, elle se mit à vendre ses vieux gants, ses vieux chapeaux, la vieille ferraille, et elle marchandait avec rapacité, son sang de paysanne la poussant au gain. Puis, dans ses voyages à la ville, elle brocanterait des babioles, que Monsieur Lheureux, à défaut d'autres, lui prendrait certainement. Elle s'acheta des plumes d'autruche, de la porcelaine chinoise et des bahuts, elle empruntait à Félicité, à Madame Lefrançois, à l'hôtelière de la Croix-Rouge, à tout le monde, n'importe où. Avec l'argent qu'elle reçut enfin de Berneville, elle paya à 2 billets, les 1500 autres francs s'écoulèrent. Elle s'engagea de nouveau, et toujours ainsi. Parfois, il est vrai, elle tâchait de faire des calculs, mais elle découvrait des choses si exorbitantes, qu'elle n'y pouvait croire. Alors elle recommençait, s'embrouillait vite, plantait tout là et n'y pensait plus. La maison était bien triste, maintenant. On en voyait sortir les fournisseurs avec des figures furieuses. Il y avait des mouchoirs traînant sur les fourneaux, et la petite Berthe, au grand scandale de Madame Homais, portait des bas percés. Si Charles, timidement, hasardait une observation, elle répondait avec brutalité que ce n'était point sa faute. Pourquoi ces emportements? Il expliquait tout par son ancienne maladie nerveuse, et, se reprochant d'avoir pris pour des défauts ses infirmités, il s'accusait d'égoïsme, avait envie de courir l'embrasser. Oh! Non, se disait-il, je l'ennuierais. Et il restait. Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin, il prenait la petite Berthe sur ses genoux, et, déployant son journal de médecine, essayait de lui apprendre à lire. L'enfant, qui n'étudiait jamais, ne tardait pas à ouvrir de grands yeux tristes, et se mettait à pleurer. Alors il la consolait, il allait lui chercher de l'eau dans l'arrosoir, pour faire des rivières sur le sable, ou cassait les branches des troènes pour planter des arbres dans les plates-bandes, ce qui gâtait peu le jardin, tout encombré de longues herbes. On devait tant de journées à l'Estiboudois. Puis, l'enfant avait froid et demandait sa mère. « Appelle ta bonne, disait Charles. Tu sais bien, ma petite, que ta maman ne veut pas qu'on la dérange. » L'automne commençait et déjà les feuilles tombaient, comme il y a 2 ans, lorsqu'elle était malade. Quand donc tout cela finira-t-il? Et il continuait à marcher, les 2 mains derrière le dos. Madame était dans sa chambre. On n'y montait pas. Elle restait là, tout le long du jour, engourdie, à peine vêtue, et, de temps à autre, faisant fumer des pastilles du sérail qu'elle avait achetées à Rouen, dans la boutique d'un Algérien. Pour ne pas avoir la nuit auprès d'elle, cet homme étendu qui dormait, elle finit, à force de grimaces, par le reléguer au second étage, et elle lisait jusqu'au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux orgiaques avec des situations sanglantes. Souvent une terreur la prenait, elle poussait un cri, Charles accourait. « Ah! Va-t'en » disait-elle. Ou, d'autres fois, brûlée plus fort par cette flamme intime que l'adultère avivait, haletante, émue, tout en désir, elle ouvrait sa fenêtre, aspirait l'air froid, éparpillait au vent sa chevelure trop lourde, et, regardant les étoiles, souhaitait des amours de prince. Elle pensait à lui, à Léon. Elle eut alors tout donné pour un seul de ces rendez-vous, qui la rassasiait. C'était ses jours de gala. Elle les voulait splendides. Et,
Lorsqu'il ne pouvait payer seul la dépense, elle complétait le surplus libéralement, ce qui arrivait à peu près toutes les fois. Il essaya de lui faire comprendre qu'il serait aussi bien ailleurs, dans quelque hôtel plus modeste, mais elle trouva des objections. Un jour, elle tira de son sac 6 petites cuillères en vermeil. C'était le cadeau de noces du père Rouault, en le priant d'aller immédiatement porter cela, pour elle, au mont de Piété, et Léon obéit, bien que cette démarche lui déplut. Il avait peur de se compromettre. Puis, en y réfléchissant, il trouva que sa maîtresse prenait des allures étranges, et qu'on n'avait peut-être pas tort de vouloir l'en détacher. En effet, quelqu'un avait envoyé à sa mère une longue lettre anonyme, pour la prévenir qu'il se perdait avec une femme mariée, et aussitôt la bonne dame, entrevoyant l'éternel épouvantail des familles, c'est-à-dire la vague créature pernicieuse, la sirène, le monstre, qui habite fantastiquement les profondeurs de l'amour, écrivit à maître du Bocage son patron, lequel fut parfait dans cette affaire. Il le tint durant 3/4 d'heure, voulant lui dessiller les yeux, l'avertir du gouffre. Une telle intrigue nuirait plus tard à son établissement. Il le supplia de rompre, et, s'il ne faisait ce sacrifice dans son propre intérêt, qu'il le fît au moins pour lui, du Bocage. Léon enfin avait juré de ne plus revoir Emma, et il se reprochait de n'avoir pas tenu sa parole, considérant tout ce que cette femme pourrait encore lui attirer d'embarras et de discours, sans compter les plaisanteries de ses camarades, qui se débitaient le matin, autour du poêle. D'ailleurs, il allait devenir premier clerc, c'était le moment d'être sérieux. Aussi renonçait-il à la flûte, au sentiment exalté, à l'imagination, car tout bourgeois, dans l'échauffement de sa jeunesse, ne fût-ce qu'un jour, une minute, s'est cru capable d'immenses passions, de haute entreprise. Le plus médiocre libertin a rêvé des sultanes, chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Il s'ennuyait maintenant lorsque Emma, tout à coup, sanglotait sur sa poitrine, et son cœur, comme les gens qui ne peuvent endurer qu'une certaine dose de musique, s'assoupissait d'indifférence au vacarme d'un amour dont il ne distinguait plus les délicatesses. Il se connaissait trop pour avoir ces ébahissements de la possession qui en centuple la joie. Elle était aussi dégoûtée de lui qu'il était fatigué d'elle. Emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. Mais comment pouvoir s'en débarrasser? Puis, elle avait beau se sentir humiliée de la bassesse d'un tel bonheur, elle y tenait par habitude ou par corruption, et, chaque jour, elle s'y acharnait davantage, tarissant toute félicité à la vouloir trop grande. Elle accusait Léon de ses espoirs déçus, comme s'il l'avait trahi, et même elle souhaitait une catastrophe, qui amena leur séparation, puisqu'elle n'avait pas le courage de s'y décider. Elle n'en continuait pas moins à lui écrire des lettres amoureuses, en vertu de cette idée, qu'une femme doit toujours écrire à son amant. Mais, en écrivant, elle percevait un autre homme, un fantôme fait de ses plus ardents souvenirs, de ses lectures les plus belles, de ses convoitises les plus fortes, et il devenait à la fin si véritable et accessible, qu'elle en palpitait émerveillée, sans pouvoir néanmoins le nettement imaginer, tant il se perdait, comme un dieu, sous l'abondance de ses attributs. Il habitait la contrée bleuâtre où les échelles de soie se balancent à des balcons, sous le souffle des fleurs, dans la clarté de la lune. Elle le sentait. Près d'elle, il allait venir et l'enlèverait tout entière dans un baiser. Ensuite elle retombait à plat, brisée, car ses élans d'amour vague la fatiguaient plus que de grandes débauches. Elle éprouvait maintenant une courbature incessante et universelle. Souvent même, Emma recevait des assignations, du papier timbré qu'elle regardait à peine. Elle aurait voulu ne plus vivre, ou continuellement dormir. Le jour de la mi-carême, elle ne rentra pas à Yonville, elle alla le soir au bal masqué. Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque à catogan, et un lampion sur l'oreille. Elle sauta toute la nuit au son furieux des trombones, on faisait cercle autour d'elle, et elle se trouva le matin sur le péristyle du théâtre parmi 5 ou 6 masques, des bardeuses et matelots, des camarades de Léon, qui parlaient d'aller souper. Les cafés d'alentour étaient pleins. Ils avisèrent sur le port un restaurant des plus médiocres,
dont le maître leur ouvrit, au 4e étage, une petite chambre. Les hommes chuchotèrent dans un coin, sans doute se consultant sur la dépense. Il y avait un clerc, 2 carabins et un commis. Quelle société pour elle! Quant aux femmes, Emma s'aperçut vite, au timbre de leur voix, qu'elles devaient être, presque toutes, du dernier rang. Elle eut peur alors, recula sa chaise et baissa les yeux. Les autres se mirent à manger. Elle ne mangea pas, elle avait le front en feu, des picotements aux paupières et un froid de glace à la peau. Elle sentait dans sa tête le plancher du bal, rebondissant encore sous la pulsation rythmique des 1000 pieds qui dansaient. Puis, l'odeur du punch avec la fumée des cigares l'étourdit. Elle s'évanouissait, on la porta devant la fenêtre. Le jour commença à se lever, et une grande tache de couleur pourpre s'élargissait dans le ciel pâle, du côté de Sainte-Catherine. La rivière livide frissonnait au vent, il n'y avait personne sur les ponts, les réverbères s'éteignaient. Elle se ranima cependant, et vint à penser à Berthe, qui dormait là-bas, dans la chambre de sa bonne. Mais une charrette pleine de longs rubans de fer passa, en jetant contre le mur des maisons une vibration métallique assourdissante. Elle s'esquiva brusquement, se débarrassa de son costume, dit à Léon qu'il lui fallait s'en retourner, et enfin resta seule à l'hôtel de Boulogne. Tout et elle-même lui était insupportable. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin, dans les espaces immaculés. Elle sortit, elle traversa le boulevard, la place Cauchoise et le faubourg, jusqu'à une rue découverte qui dominait des jardins. Elle marchait vite, le grand air la calmait, et peu à peu les figures de la foule, les masques, les quadrilles, les lustres, le souper, ces femmes, tout disparaissait comme des brumes emportées. Puis, revenue à la Croix-Rouge, elle se jeta sur son lit, dans la petite chambre du second, où il y avait les images de la tour de Nesle. À 4 heures du soir, Hiver la réveilla. En rentrant chez elle, Félicité lui montra derrière la pendule un papier gris. Elle lut. En vertu de la grosse, en forme exécutoire d'un jugement. Quel jugement? La veille, en effet, on avait apporté un autre papier qu'elle ne connaissait pas, aussi fut-elle stupéfaite de ces mots. Commandement de par le roi, la loi et justice, à Madame Bovary. Alors, sautant plusieurs lignes, elle aperçut. Dans 24 heures pour tout délai. Quoi donc? Payer la somme totale de 8000 francs. Et même il y avait plus bas. Elle y sera contrainte par toute voie de droit, et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets. Que faire? C'était dans 24 heures, demain. L'heureux, pensa-t-elle, voulait sans doute l'effrayer encore, car elle devina du coup toutes ses manœuvres, le but de ses complaisances. Ce qui la rassurait, c'était l'exagération même de la somme. Cependant, à force d'acheter, de ne pas payer, d'emprunter, de souscrire des billets, puis de renouveler ces billets, qui s'enflaient à chaque échéance nouvelle, elle avait fini par préparer au sieur l'heureux un capital, qui l'attendait impatiemment pour ses spéculations. Elle se présenta chez lui d'un air dégagé. « Vous savez ce qui m'arrive? C'est une plaisanterie sans doute. » « Non. »« Comment cela ?» Il se détourna lentement, et lui dit en se croisant les bras. « Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais, jusqu'à la consommation des siècles, être votre fournisseur et banquier pour l'amour de Dieu? Il faut bien que je rentre dans mes déboursés, soyons justes. » Elle se récria sur la dette. « Ah! Tant pis. Le tribunal l'a reconnu. Il y a jugement. Vous la signifiez. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Vinsart. Est-ce que vous ne pourriez? Oh! Rien du tout. Mais, cependant, raisonnons. Et elle battit la campagne, elle n'avait rien su. C'était une surprise. À qui la faute? Dit l'heureux en la saluant ironiquement. Tandis que je suis, moi, à bûcher comme un nègre, vous vous repassez du bon temps. Ah! Pas de morale. Ça ne nuit jamais, répliqua-t-il. Elle fut lâche, elle le supplia,
et même elle appuya sa jolie main, blanche et longue, sur les genoux du marchand. Laissez-moi donc. On dirait que vous voulez me séduire. Vous êtes un misérable, s'écria-t-elle. Oh, oh, comme vous y allez, reprit-il en riant. Je ferai savoir qui vous êtes. Je dirai à mon mari. Eh bien, moi, je lui montrerai quelque chose, à votre mari. Et il retira de son coffre-fort le reçu de 1800 francs, qu'elle lui avait donné lors de l'escompte Vinsart. Croyez-vous, ajouta-t-il, qu'il ne comprenne pas votre petit vol, ce pauvre cher homme? Elle s'affaissa, plus assommée qu'elle n'eût été par un coup de massue. Il se promenait depuis la fenêtre jusqu'au bureau, tout en répétant. Ah! Je lui montrerai bien. Je lui montrerai bien. Ensuite il se rapprocha d'elle, et, d'une voix douce. Ce n'est pas amusant, je le sais, personne, après tout n'en est mort, et, puisque c'est le seul moyen, qui vous reste de me rendre mon argent. Mais où en trouverai-je? Dit Emma en se tordant les bras. Ah bah! Quand on a comme vous des amis. Et il la regarda d'une façon si perspicace et si terrible, qu'elle en frissonna jusqu'aux entrailles. Je vous promets, dit-elle, je signerai. J'en ai assez, de vos signatures. Je vendrai encore. Allons donc. Fit-il en haussant les épaules, vous n'avez plus rien. Et il cria dans le Judas, qui s'ouvrait sur la boutique. Annette. N'oublie pas les 3 coupons du numéro 14. La servante parut, Emma comprit, et demanda, ce qu'il faudrait d'argent pour arrêter toutes les poursuites. Il est trop tard. Mais, si je vous apportais plusieurs mille francs, le quart de la somme, le tiers, presque tout? Eh! Non, c'est inutile. Il la poussait doucement vers l'escalier. Je vous en conjure, monsieur l'heureux, quelques jours encore. Elle sanglotait. Allons, bon. Des larmes. Vous me désespérez. Je m'en moque pas mal, dit-il en refermant la porte. 7. Elle fut stoïque, le lendemain, lorsque maître Hareng, l'huissier, avec 2 témoins, se présenta chez elle pour faire le procès verbal de la saisie. Ils commencèrent par le cabinet de Bovary et n'inscrivirent point la tête phrénologique, qui fut considérée comme instrument de sa profession, mais ils comptèrent dans la cuisine les plats, les marmites, les chaises, les flambeaux, et, dans sa chambre à coucher, toutes les babioles de l'étagère. Ils examinèrent ses robes, le linge, le cabinet de toilette, et son existence, jusque dans ses recoins les plus intimes, fut, comme un cadavre que l'on autopsie, étalé tout du long, au regard de ces 3 hommes. Maître Hareng, boutonné dans un mince habit noir, en cravate blanche, et portant des sous-pieds fort tendus, répétait de temps à autre. Vous permettez, madame? Vous permettez? Souvent il faisait des exclamations. Charmant. Fort joli. Puis il se remettait à écrire, trempant sa plume dans l'encrier de corne qu'il tenait de la main gauche. Quand ils en eurent fini avec les appartements, ils montèrent au grenier. Elle y gardait un pupitre, où étaient enfermées les lettres de Rodolphe. Il fallut l'ouvrir. Ah! Une correspondance. Dit maître Hareng avec un sourire discret. Mais permettez. Car je dois m'assurer si la boîte ne contient pas autre chose. Et il inclina les papiers, légèrement, comme pour en faire tomber des Napoléons. Alors l'indignation la prit, à voir cette grosse main, aux doigts rouges et mous comme des limaces, qui se posait sur ces pages où son cœur avait battu. Ils partirent enfin. Félicité rentra. Elle l'avait envoyé au Haguet pour détourner Bovary, et elles installèrent vivement sous les toits le gardien de la saisie, qui jura de s'y tenir. Charles, pendant la soirée, lui parut soucieux. Emma l'épiait d'un regard plein d'angoisse, croyant apercevoir dans les rides de son visage des accusations. Puis, quand ses yeux se reportaient sur la cheminée garnie d'écrans chinois, sur les larges rideaux, sur les fauteuils, sur toutes ces choses enfin qui avaient adouci l'amertume de sa vie, un remords la prenait, ou plutôt un regret.
immense et qui irritait la passion, loin de l'anéantir. Charles tisonnait avec placidité, les 2 pieds sur les chenets. Il y eut un moment où le gardien, sans doute s'ennuyant dans sa cachette, fit un peu de bruit. « On marche là-haut » dit Charles. « Non, » reprit-elle, c'est une lucarne restée ouverte que le vent remue. Elle partit pour Rouen, le lendemain dimanche, afin d'aller chez tous les banquiers dont elle connaissait le nom. Ils étaient à la campagne ou en voyage. Elle ne se rebuta pas, et ce qu'elle put rencontrer, elle leur demandait de l'argent, protestant qu'il lui en fallait, qu'elle le rendrait. Quelques-uns lui rirent au nez, tous la refusèrent. À 2 heures, elle courut chez Léon, frappa contre sa porte. On n'ouvrit pas. Enfin il parut. « Qui t'amène ? Cela te dérange ? » Non. Mais. Et il avoua que le propriétaire n'aimait point que l'on reçût des femmes. « J'ai à te parler, reprit-elle. Alors il atteignit sa clé. Elle l'arrêta. « Oh. Non, là-bas, chez nous. » Et ils allèrent dans leur chambre, à l'hôtel de Boulogne. Elle but en arrivant un grand verre d'eau. Elle était très pâle. Elle lui dit. « Léon, tu vas me rendre un service. » Et, le secouant par ses 2 mains, qu'elle serrait étroitement, elle ajouta. « Écoute, j'ai besoin de 8 000 francs. »« Mais tu es folle. »« Pas encore. » Et, aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui exposa sa détresse, car Charles ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien, mais lui, Léon, il allait se mettre en course, pour trouver cette indispensable somme. « Comment veux-tu ? Quel lâche tu fais » s'écria-t-elle. Alors il dit bêtement. « Tu t'exagères le mal. Peut-être qu'avec 1 millier d'écutons, bonhomme se calmerait. » Raison de plus pour tenter quelques démarches, il n'était pas possible que l'on ne découvrît point 3 000 francs. D'ailleurs, Léon pouvait s'engager à sa place. « Va. Essaye. Il le faut. Cours. Oh. Tâche. Tâche. Je t'aimerais bien. » Il sortit, revint au bout d'1 heure, et dit avec une figure solennelle. « J'ai été chez 3 personnes. Inutilement. » Puis ils restèrent assis l'un en face de l'autre, aux 2 coins de la cheminée, immobiles, sans parler. Emma haussait les épaules, tout en trépignant. Il l'entendit qui murmurait. « Si j'étais à ta place, moi, j'en trouverais bien. »« Où donc ? » ?»« À ton étude. » Et elle le regarda. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées, et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante, si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme, qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur, et pour éviter tout éclaircissement, il se frappa le front en s'écriant. « Morel doit revenir cette nuit. Il ne me refusera pas, j'espère. » C'était un de ses amis, le fils d'un négociant fort riche, et je t'apporterai cela demain, ajouta-t-il. Emma n'eut point l'air d'accueillir cet espoir avec autant de joie qu'il l'avait imaginé. Soupçonnait-elle le mensonge ? Il reprit en rougissant. Pourtant, si tu ne me voyais pas à 3 heures, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille, excuse-moi. Adieu. Il serra sa main, mais il la sentit tout inerte. Emma n'avait plus la force d'aucun sentiment. 4 heures sonnèrent, et elle se leva pour s'en retourner à Yonville, obéissant comme un automate à l'impulsion des habitudes. Il faisait beau, c'était un de ces jours du mois de mars clair et âpre, où le soleil reluit dans un ciel tout blanc. Des Rouennais endimanchés se promenaient d'un air heureux. Elle arriva sur la place du Parvis. On sortait des vêpres, la foule s'écoulait par les 3 portails, comme un fleuve par les 3 arches d'un pont, et, au milieu, plus immobile qu'un roc, se tenait le Suisse. Alors elle se rappela ce jour où, tout anxieuse et pleine d'espérance, elle était entrée sous cette grande nef qui s'étendait devant elle moins profonde que son amour, et elle continua de marcher, en pleurant sous son voile, étourdie, chancelante, près de défaillir. Gare.
cria une voix sortant d'une porte cochère qui s'ouvrait. Elle s'arrêta pour laisser passer un cheval noir, piaffant les brancards d'un tilbury, que conduisait un gentleman en fourrure. 2 zibelines. Qui était-ce donc? Elle le connaissait. La voiture s'élança et disparut. Mais c'était lui, le vicomte. Elle se détourna, la rue était déserte. Et elle fut si accablée, si triste, qu'elle s'appuya contre un mur pour ne pas tomber. Puis elle pensa qu'elle s'était trompée. Au reste, elle n'en savait rien. Tout, en elle-même et au dehors, l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables, et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon homme qui regardait charger sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, 6 cheminots pour son épouse. Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l'on mange dans le carême avec du beurre salé, dernier échantillon des nourritures gothiques, qui remontent peut-être au siècle des croisades, et dont les robustes Normands s'emplissaient autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les brocs d'Hippocrate et les gigantesques charcuteries, des têtes de sarrasin à dévorer. La femme de l'apothicaire les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition, aussi, toutes les fois que Monsieur Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter, qu'il prenait toujours chez le grand faiseur, rue Massacre. Charmé de vous voir, dit-il en offrant la main à Emma pour l'aider à monter dans l'hirondelle. Puis il suspendit les cheminots aux lanières du filet, et resta nu-tête et les bras croisés, dans une attitude pensive et napoléonienne. Mais, quand l'aveugle, comme d'habitude, apparut au bas de la côte, il s'écria: « Je ne comprends pas que l'autorité tolère encore de si coupable industrie. On devrait enfermer ces malheureux, que l'on forcerait à quelque travail. Le progrès, ma parole d'honneur, marche à pas de tortue. Nous pataugeons en pleine barbarie. » L'aveugle tendait son chapeau, qui ballottait au bord de la portière, comme une poche de la tapisserie déclouée. « Voilà, dit le pharmacien, une affection scrofuleuse. » Et, bien qu'il connût ce pauvre diable, il feignit de le voir pour la première fois, murmura les mots de Cornet, cornée opaque, sclérotique, faciès, puis lui demanda d'un ton paterne: « Y a-t-il longtemps, mon ami, que tu as cette épouvantable infirmité? Au lieu de t'enivrer au cabaret, tu ferais mieux de suivre un régime. » Il l'engageait à prendre de bon vin, de bonne bière, de bons rôtis. L'aveugle continuait sa chanson, il paraissait, d'ailleurs, presque idiot. Enfin, Monsieur Homais ouvrit sa bourse. « Tiens, voilà un sou, rends-moi 2 liards, et n'oublie pas mes recommandations, tu t'en trouveras bien. » Hivert se permit tout haut quelques doutes sur leur efficacité. Mais l'apothicaire certifia qu'il le guérirait lui-même, avec une pommade antiphlogistique de sa composition, et il donna son adresse. Monsieur Homais, près des Halles, suffisamment connu. « Eh bien, pour la peine, dit Hivert, tu vas nous montrer la comédie. » L'aveugle s'affaissa sur ses jarrets, et, la tête renversée, tout en roulant ses yeux verdâtres et tirant la langue, il se frottait l'estomac à 2 mains, tandis qu'il poussait une sorte de hurlement sourd, comme un chien affamé. Emma, prise de dégoût, lui envoya, par-dessus l'épaule, une pièce de 5 francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. La voiture était repartie, quand soudain Monsieur Homais se pencha en dehors du vasistas et s'écria: « Pas de farine ni de laitage. Portez de la laine sur la peau. Et exposez les parties malades à la fumée de baies de genièvre. » Le spectacle des objets connus qui défilaient devant ses yeux peu à peu détournait Emma de sa douleur présente. Une intolérable fatigue l'accablait, et elle arriva chez elle hébétée, découragée, presque endormie. « Advienne que pourra, » se disait-elle. Et puis, qui sait? Pourquoi, d'un moment à l'autre, ne surgirait-il pas un événement extraordinaire? L'heure même pouvait mourir. Elle fut, à 9 heures du matin, réveillée par un bruit de voix.
Sur la place, il y avait un attroupement autour des halles pour lire une grande affiche collée contre un des poteaux, et elle vit Justin qui montait sur une borne, et qui déchirait l'affiche. Mais, à ce moment, le garde champêtre lui posa la main sur le collet. Monsieur Homais sortit de la pharmacie, et la mère Lefrançois, au milieu de la foule, avait l'air de pérorer. « Madame, madame !» s'écria Félicité en entrant, « c'est une abomination. » Et la pauvre fille, émue, lui tendit un papier jaune qu'elle venait d'arracher à la porte. Emma eut d'un clin d'œil que tout son mobilier était à vendre. Alors elles se considérèrent silencieusement. Elles n'avaient, la servante et la maîtresse, aucun secret l'une pour l'autre. Enfin, Félicité soupira. « Si j'étais de vous, madame, j'irais chez monsieur Guillaumin. »« Tu crois ?» Et cette interrogation voulait dire. « Toi qui connais la maison par le domestique, est-ce que le maître quelquefois aurait parlé de moi ?»« Oui, allez-y, vous ferez bien. » Elle s'habilla, mit sa robe noire avec sa capote à grains de jais, et, pour qu'on ne la vît pas, il y avait toujours beaucoup de monde sur la place. Elle prit en dehors du village, par le sentier au bord de l'eau. Elle arriva tout essoufflée devant la grille du notaire, le ciel était sombre et un peu de neige tombait. Au bruit de la sonnette, Théodore, en gilet rouge, parut sur le perron, il vint lui ouvrir presque familièrement, comme à une connaissance, et l'introduisit dans la salle à manger. Un large poêle de porcelaine bourdonnait sous un cactus qui emplissait la niche, et, dans des cadres de bois noir, contre la tenture de papier chêne, il y avait la Esmeralda de Steuben, avec la Putifère de Chopin. La table servie, 2 réchauds d'argent, le bouton des portes en cristal, le parquet et les meubles, tout reluisait d'une propreté méticuleuse, anglaise, les carreaux étaient décorés, à chaque angle, par des verres de couleur. Voilà une salle à manger, pensait Emma, comme il m'en faudrait une. Le notaire entra, serrant du bras gauche contre son corps sa robe de chambre à palmes, tandis qu'il ôtait et remettait vite de l'autre main sa toque de velours marron, prétentieusement posée sur le côté droit où retombaient les bouts de 3 mèches blondes qui, prises à l'occiput, contournaient son crâne chauve. Après qu'il eut offert un siège, il s'assit pour déjeuner, tout en s'excusant beaucoup de l'impolitesse. « Monsieur, dit-elle, je vous prierai. »« De quoi, madame ? J'écoute. » Elle se mit à lui exposer sa situation. Maître Guillaumin la connaissait, étant lié secrètement avec le marchand d'étoffes, chez lequel il trouvait toujours des capitaux pour les prêts hypothécaires qu'on lui demandait à contracter. Donc, il savait, et mieux qu'elle, la longue histoire de ces billets, minimes d'abord, portant commande sur des noms divers, espacés à de longues échéances et renouvelés continuellement, jusqu'au jour où, ramassant tous les protêts, le marchand avait chargé son ami, Vinsart de faire en son nom propre les poursuites qu'il fallait, ne voulant point passer pour un tigre parmi ses concitoyens. Elle entremêla son récit de récrimination contre l'heureux, récrimination auxquelles le notaire répondait de temps à autre par une parole insignifiante. Mangeant sa côtelette et buvant son thé, il baissait le menton dans sa cravate bleue de ciel, piquée par 2 épingles de diamant, que rattachait une chaînette d'or, et il souriait d'un singulier sourire, d'une façon douceâtrée, ambiguë, mais, s'apercevant qu'elle avait les pieds humides. « Approchez-vous donc du poêle. Plus haut. Contre la porcelaine. » Elle avait peur de la salir. Le notaire reprit d'un ton galant. « Les belles choses ne gâtent rien. » Alors elle tâcha de l'émouvoir, et, s'émotionnant elle-même, elle vint à lui conter l'étroitesse de son ménage, ses tiraillements, ses besoins. Il comprenait cela, une femme élégante. Et, sans s'interrompre de manger, il s'était tourné vers elle complètement, si bien qu'il frôlait du genou sa bottine, dont la semelle se recourbait tout en fumant contre le poêle. Mais, lorsqu'elle lui demanda 1000 écus, il serra les lèvres, puis se déclara très peiné de n'avoir pas eu autrefois la direction de sa fortune, car il y avait 100 moyens fort commodes, même pour une dame, de faire valoir son argent. On aurait pu, soit
dans les tourbières de Gruménil ou les terrains du Havre, a hasardé presque à coup sûr d'excellentes spéculations, et il la laissa se dévorer de rage à l'idée des sommes fantastiques qu'elle aurait certainement gagnées. D'où vient, reprit-il, que vous n'êtes pas venu chez moi? Je ne sais trop, dit-elle. Pourquoi, hein? Je vous faisais donc bien peur? C'est moi, au contraire, qui devrais me plaindre. À peine si nous nous connaissons. Je vous suis pourtant très dévoué, vous n'en doutez plus, j'espère? Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d'un baiser vorace, puis la garda sur son genou, et il jouait avec ses doigts, délicatement, tout en lui contant mille douceurs. Sa voix fade susurrait, comme un ruisseau qui coule, une étincelle jaillissait de sa pupille à travers le miroitement de ses lunettes, et ses mains s'avançaient dans la manche d'Emma, pour lui palper le bras. Elle sentait contre sa joue le souffle d'une respiration haletante. Cet homme la gênait horriblement. Elle se leva d'un bond et lui dit: Monsieur, j'attends. Quoi donc? Fit le notaire, qui devint tout à coup extrêmement pâle. Cet argent. Mais. Puis, cédant à l'irruption d'un désir trop fort. Eh bien, oui. Il se traînait à genoux vers elle, sans égard pour sa robe de chambre. De grâce, restez. Je vous aime. Il la saisit par la taille. Un flot de pourpre monta vite au visage de Madame Bovary. Elle se recula d'un air terrible, en s'écriant: Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. Et elle sortit. Le notaire resta fort stupéfait, les yeux fixés sur ses belles pantoufles en tapisserie. C'était un présent de l'amour. Cette vue, à la fin, le consola. D'ailleurs, il songeait qu'une aventure pareille l'aurait entraîné trop loin. Quel misérable! Quel goujat! Quelle infamie! Se disait-elle, en fuyant d'un pied nerveux, sous les trembles de la route. Le désappointement de l'insuccès renforçait l'indignation de sa pudeur outragée, il lui semblait que la Providence s'acharnait à la poursuivre, et, s'en rehaussant d'orgueil, jamais elle n'avait eu tant d'estime pour elle-même ni tant de mépris pour les autres. Quelque chose de belliqueux la transportait. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous, et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide, et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Quand elle aperçut sa maison, un engourdissement la saisit. Elle ne pouvait avancer, il le fallait cependant, d'ailleurs, où fuir? Félicité l'attendait sur la porte. Eh bien? Non, dit Emma. Et, pendant un quart d'heure, toutes les deux, elles avisèrent les différentes personnes d'Yonville disposées peut-être à la secourir. Mais, chaque fois que Félicité nommait quelqu'un, Emma répliquait: Est-ce possible? Ils ne voudront pas. Et monsieur qui va rentrer? Je le sais bien. Laisse-moi seule. Elle avait tout tenté. Il n'y avait plus rien à faire maintenant, et, quand Charles paraîtrait, elle allait donc lui dire: Retire-toi. Ce tapis où tu marches n'est plus à nous. De ta maison, tu n'as pas un meuble, une épingle, une paille, et c'est moi qui t'ai ruiné, pauvre homme. Alors ce serait un grand sanglot, puis il pleurerait abondamment, et enfin, la surprise passée, il pardonnerait. Oui, murmurait-elle en grinçant des dents, il me pardonnera, lui qui n'aurait pas assez d'1 million à m'offrir pour que je l'excuse de m'avoir connue. Jamais. Jamais. Cette idée de la supériorité de Bovary, sur elle l'exaspérait. Puis, qu'elle avoua ou n'avoua pas, tout à l'heure, tantôt, demain, il n'en saurait pas moins la catastrophe, donc, il fallait attendre cette horrible scène, et subir le poids de sa magnanimité. L'envie lui vint de retourner chez l'heureux. À quoi bon? D'écrire à son père, il était trop tard, et peut-être qu'elle se repentait maintenant de n'avoir pas cédé à l'autre, lorsqu'elle entendit le trot d'un cheval dans l'allée. C'était lui, il ouvrait la barrière, il était plus blême que le mur de plâtre. Bondissant dans l'escalier, elle s'échappa vivement par la place, et la femme du maire,
qui causait devant l'église avec Lestiboudois, la vit entrer chez le percepteur.